Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Marseille, j'ai le plaisir d'interviewer Sophie Lauré, la cofondatrice de Comme Avant. Comme Avant, c'est une marque de produits cosmétiques et de vêtements bio qui sont fabriqués dans leurs ateliers au Pen Mirabeau. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille en passant par Bordeaux, Lyon ou les Pen Mirabeau. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Dans cet épisode, Sophie va nous expliquer comment elle a réussi à créer une marque familiale, une marque engagée dans un secteur très concurrentiel qui est la cosmétique et les produits d'hygiène corporelle. C'est parti! Bonjour Sophie. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lauré, la cofondatrice de Comme Avant. Bienvenue sur ce podcast, ravi de t'accueillir. En plus, on a eu des déboires techniques, donc ravi que ça fonctionne enfin et de t'avoir sur le podcast. Merci. Je suis ravie d'être là aussi. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous faites Comme Avant ? Oui. Alors, Comme Avant, donc on est une entreprise Chez Comme Avant. Chez Comme Avant, oui. On est une entreprise familiale. Donc, j'ai créé avec mon conjoint il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On fait des cosmétiques solides, certifiés bio. Voilà, notre démarche, c'est vraiment d'avoir des produits à la composition la plus courte possible, donc en format solide pour aussi éviter d'avoir des emballages en plastique. Donc on a uniquement des emballages en carton craft. Donc toute une démarche aussi très minimaliste à ce niveau-là. Et on fait aussi un petit peu de produits ménagers, donc toujours dans la même démarche avec des compositions clean et un petit peu de textile aussi. Donc on fait tout ça dans notre atelier. Aujourd'hui on est à côté de Marseille, on est au Pen Mirabeau. Voilà. Avant de venir sur ces produits, d'où vient quelle est l'histoire de Comme Avant? Ça vient d'où cette envie de faire ces produits de qualité? Ouais, l'histoire de Comme Avant, c'est notre fils aîné. En fait, c'est venu de lui. On cherchait pour lui un savon à la composition la plus clean possible, et notamment, les premiers produits qu'on avait commencé à utiliser quand il était bébé, ça avait créé des petites réactions sur sa peau, des petites plaques rouges. Donc voilà, on est parti à chercher d'autres solutions. Moi, je m'intéressais beaucoup aux compositions des cosmétiques. Je faisais très attention à ce que j'utilisais. Donc voilà, à force de recherche, un jour, on s'est dit, en fait, pourquoi pas faire notre savon nous-mêmes, en saponification à froid, donc qui permet de garder toutes les propriétés des huiles, et surtout, en le faisant nous-mêmes, du coup, choisir ce qu'on met dedans, et en l'occurrence, mettre le minimum d'ingrédients. Donc là, on a commencé en faisant un savon, donc 100% huile d'olive. Voilà, et donc c'est parti de cette idée, ce produit au départ pour un usage personnel. On a décidé derrière de tenter l'aventure en créant une marque et en créant après d'autres produits dans la même idée. D'accord. C'est pas le fait d'être à Marseille qui vous a donné l'idée de faire du savon, du coup. Non, pas spécialement. Non. Il y a un lien d'ailleurs. Enfin, il y a dans les compositions, dans les façons de faire. Celui qu'on fabrique, donc le savon à l'huile d'olive, s'appelle un savon de Castille, plus précisément. On dit que c'est l'ancêtre du savon de Marseille, parce que la différence principale avec le savon de Marseille, c'est que le savon de Marseille est fait à chaud. Et nous, on fabrique à froid, donc on vient pas chauffer dans un grand chaudron le mélange. D'accord. Donc ça, c'est la différence, mais en effet, ça a un lien quand même avec le savon de Marseille. Donc c'est encore plus vertueux d'un point de vue environnemental, c'est que pas besoin d'énergie pour chauffer, c'est encore plus. C'est ça. Encore plus vertueux et moins dépendant des coûts de l'électricité. Alors du coup, aujourd'hui, cette gamme, il y a quoi? Savon, il y a quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'on met là-dedans pour faire des bons produits? Ouais, alors nous, aujourd'hui, il y a du shampoing solide, déodorant solide, j'ai dit shampoing, déodorant, pardon. Il y a de l'après-shampoing aussi, démaquillant. On fait aussi de la crème solaire solide, c'est plutôt innovant en tout cas dans le domaine. Un répulsif moustique. Voilà, on fait
pas mal encore d'autres petites choses. Et à chaque fois, on a toujours le même cahier des charges. On se fixe donc entre 4 et 6 ingrédients aujourd'hui dans nos produits. Et on élimine tous les ingrédients controversés ou qui potentiellement ont aussi un impact sur l'environnement au moment de la fabrication. Voilà, ça veut dire par exemple dans notre shampoing solide, on a choisi un tensioactif qui s'appelle du SCG, qui permet d'être certifié bio parce que il est clean, voilà, de sa fabrication à son impact sur la santé. Et à l'inverse, dans beaucoup de shampoings solides sur le marché aujourd'hui, on retrouve du SCI, qui lui est un tensioactif qui est doux, qui est pas irritant, mais qui, lors de son procédé de fabrication, entraîne une pollution, en tout cas voilà, et pas sans impact sur l'environnement. Et donc, par exemple, n'est pas accepté dans les chartes bio. Voilà, donc en tout cas, nous, notre cahier des charges dans tous les produits qu'on fabrique, c'est de forcément coller à la charte bio, mais aussi voilà de regarder en détail chaque ingrédient qu'on utilise, son impact, son origine, etc. D'accord. Donc SCI, SCG, c'est quoi? C'est des trucs naturels quand même? Parce que ça a Alors, pas l'air beaucoup plus naturel que les vieux trucs qui étaient dans les shampoings. ouais. Alors c'est des tensioactifs, donc c'est une base lavante. Alors c'est d'origine naturelle, mais c'est pas naturel, ça pousse pas dans la Mhm. nature. C'est voilà, c'est fait à partir de, en l'occurrence les deux sont faits à partir d'huile de coco, qu'on vient retravailler. Et mais voilà, après la question c'est justement ce procédé. Voilà, il y a ce qu'on appelle la chimie verte, qui va permettre de d'avoir une action, une transformation chimique d'un ingrédient, mais en respectant certains cahiers des charges et en n'impliquant pas notamment dans le SCI, dans sa fabrication, il y a de l'oxyde d'éthylène qui est impliqué, donc c'est un ingrédient qui est interdit, en tout cas qu'on ne peut pas utiliser pur, mais du coup voilà, qui est impliqué dans cette fabrication, et donc ça voilà, ça pose des questions. Donc nous on n'utilise que des ingrédients d'origine naturelle. Mais on ne s'interdit pas, par contre, d'utiliser des ingrédients chimiquement transformés, sous réserve que c'est respecté justement un certain cahier des charges et que on soit dans l'univers de ce qu'on appelle la chimie verte. D'accord. Qui fixe ces normes justement de ce qui est interdit, pas interdit, dosé ou Ouais. pas? Alors, il y a différentes normes, mais il y a les normes européennes d'un côté, bon, les normes françaises, mais qui en général sont quand même assez proches des normes européennes. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Et après, il y a les normes du cahier des charges, donc le label, nous, auquel on adhère, en tout cas celui pour lequel on a choisi pour nos produits s'appelle Cosmos. Donc ça, c'est un label européen qui a en fait centralisé justement plusieurs labels, un label anglais, allemand, français, qui se sont réunis pour créer justement quelque chose d'uniforme au niveau européen. Voilà, donc là, c'est une commission, en tout cas, voilà, c'est au niveau de Cosmos qui fixe certaines règles avec ce qui est autorisé ou pas dans leur charte. D'accord, mais c'est un label européen qui s'est créé en Oui, plus oui, c'est des ça. normes légales de l'Union Oui, européenne alors. oui, Ok, oui, c'est ça. compris. Et donc tout ça, c'est fait à côté de Marseille, dans Ouais, vos labos, c'est ça? C'est comme ça que vous c'est l'appelez? ça. C'est ça, on fait tout dans C'est notre atelier. Ouais, on parle d'atelier. On fait tout l'atelier. ça dans notre atelier. Donc, on a monté presque de A à Z au démarrage. Et donc, en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, les BPF. Donc, voilà, beaucoup de procédures à respecter quand on veut fabriquer des cosmétiques. C'est pas simple, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a souhaité, nous, depuis le début, faire nous-mêmes, garder en interne pour avoir une totale gestion de ce qui est fait. Voilà, ça implique aussi des choses dans la production, ça nous permet aussi d'améliorer des choses facilement. Voilà, Ouais. c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et juste pour visualiser, du coup, c'est combien de mètres carrés, combien de personnes pour créer tout ça? Alors aujourd'hui, on est environ 50 Mhm. alors dans l'entreprise, on est une quarantaine puisqu'après on a des boutiques, des personnes qui sont à distance, quelques-unes. Qu'on est en tout dans l'effectif, on est 50. Et là, l'atelier, enfin le local dans lequel on est, il y a 1200 mètres carrés, dont environ 800 mètres carrés d'atelier, enfin 600 mètres carrés d'atelier avec la partie stockage aussi. Ouais, Voilà. très bien.
Et après, la distribution, tu as parlé de boutique. Oui. On vous trouve Alors où? nous on a ouvert des boutiques. La première à Marseille, qu'on a ouvert en 2019, et on en a ouvert aussi une à Paris et à Toulouse. Donc aujourd'hui, on a ces trois boutiques plus une petite boutique ici aussi à côté de l'atelier. Hmm. Et on a aussi des revendeurs partout en France. On est chez La Vie Claire, Naturalia, et après on est dans des pharmacies, des épiceries bio, des indépendants. Voilà, en tout, on a environ 2000 points de vente aujourd'hui. Et après, on vend aussi sur notre site internet qui reste notre canal principal de vente. D'accord. Donc la principale se fait là-dessus. Et donc vous arrivez à avoir des transporteurs green aussi, du coup? Alors, on travaille avec La Mhm. Poste, Ouais. qui font, enfin voilà, qui au-delà des préjugés ou autres qu'on peut avoir, mais qui travaille très bien et qui a des engagements aussi, en effet, sur le transport bas carbone. Donc, oui, tout à fait. Bon, moi, ça m'intéresse de revenir sur la composition de vos produits. Donc, il y a des dérivés de coco, ok, pour faire un shampoing. Il y a quoi d'autre? Après, principalement, nous, c'est des huiles et des beurres. Donc, on va avoir de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile d'argan, enfin, tout type, différentes huiles qu'on va choisir selon les produits, selon les propriétés qu'elles ont. D'accord. Après, on va retrouver de la cire. Ça, c'est ce qui va permettre d'obtenir la texture solide des produits. Donc, on utilise aussi beaucoup de cire dans nos produits. Voilà, principalement. C'est Après, des un peu de cires d'abeilles, ça vient alors d'où nous, ces c'est de la cires? cire de tournesol qu'on utilise. Alors on Tournesol. essaye enfin on essaye, on Je savais pas que tient ça existait. Mhm. voilà, on n'utilise pas de matière d'origine animale. Donc on n'utilise pas de cire d'abeille, on n'utilise pas de lait d'ânesse ou autre. Voilà, Mhm. ça c'est un choix qu'on a fait. Mais voilà, donc ouais, cire de tournesol. Et après on a aussi des argiles, donc argile blanche, argile rouge, c'est aussi des matières voilà, d'origine naturelle et qu'on utilise, qui ont des propriétés. Et donc globalement, le type de matière qu'on utilise, c'est ça. Alors, souvent, pour faire le plus green possible, faut faire le plus local possible. Donc là, j'entends que c'est pas possible finalement. Alors nous, on n'a pas fait c'est pas dans notre cahier des charges, c'est pas le Mhm. haut de la liste. C'est pas d'avoir du local, parce qu'en effet, on s'est rendu compte que c'était pas possible, ou en tout cas, Mhm. c'était très compliqué. Voilà, le beurre de karité, pour nous, c'est un ingrédient génial, incontournable, sauf que voilà, on le trouvera jamais en France. En tout cas, pas pour le moment. Ouais, bon, ça serait J'espère pas qu'on trouvera forcément bon bientôt. signe. Ouais. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on a fait ce choix de se dire voilà, nous on essaye d'avoir des compositions très courtes, mais du coup on va chercher le meilleur ingrédient à chaque fois dans nos produits. Donc on a une crème solide au beurre de karité. Et, voilà, c'est un best-seller et c'est un produit qui est génial. Et du coup voilà, on regrette pas d'avoir choisi le beurre de karité dans ce produit. Mais en effet, ça implique de s'approvisionner en dehors de la France. Donc voilà, c'est un équilibre qu'on essaye de trouver entre le meilleur ingrédient, mais quand on peut, ou quand il y a une alternative qu'on peut trouver en local, Mhm. et ben on l'a choisi. Donc voilà, on a d'autres produits sur lesquels l'ingrédient principal, ou au moins deux ingrédients sur les quatre, viennent de France. Donc voilà, cette démarche, on l'a, mais on l'a pas dans notre cahier des charges. C'est pas le premier critère, en effet, quand on choisit une matière. Ouais, on avait fait un podcast notamment avec Fago qui fait des vêtements, des chaussures et autres, qui nous disait que lui, d'un point de vue environnemental, il préférait en effet traiter la matière première là où elle est. Et Mm. donc le coton là où il pousse, le caoutchouc là où il pousse, et le faire transporter par le mode de transport le plus green possible. Ouais. Donc ça Oui, oui, rejoint, voilà. ça Après, rejoint c'est ce que vous sûr dites. que Ouais. il y a pas de solution parfaite. En fait, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est le Mm. meilleur compromis entre tout, en prenant en compte tous les éléments, quoi. Ouais, là aussi, ça me fait penser à Greenwiz. Je crois qu'il y a une formule qui disait engagé mais pas parfait. Enfin, en gros, on fait le max, mais on sait très bien que c'est pas parfait. Donc arrêtez de nous le remettre dans les dents dès qu'on fait un truc qui semble pas parfait. Voilà, Ouais. on fait ce qu'on peut et c'est pas mal. Et pour les vêtements, du coup, ça se passe comment pour vous? Alors les vêtements, donc aussi fait ici. Alors nous, on a vraiment à la fois une petite gamme courte, et on fait des petites productions. Voilà, ça reste quelque chose qui est très
à côté de notre activité principale, mais qui était important pour nous, voilà, d'avoir un peu un pied là-dedans, à la fois pour nous, pour notre intérêt personnel de savoir comment ça se passe dans l'univers du textile, mais aussi, voilà, c'est une manière de sensibiliser nos clients et on voit que, voilà, souvent ils voient ce qu'on fait, ça, ils posent des questions, ça les intéresse, ils essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment on fait les vêtements, etc. Donc voilà, et donc on a choisi, alors au début on a travaillé avec du lin français, on propose donc un t-shirt en lin français, et on propose aussi des vêtements en coton bio. Donc là nous on a choisi la certification GOTS, qui est l'équivalent du bio dans le textile et qui est la D'accord. plus rigoureuse, parce qu'elle va regarder en fait toute la chaîne de production du vêtement, donc du départ du tissu jusqu'à la fin. Elle va regarder toutes les étapes, si les conditions de travail sont respectées dans de bonnes, enfin voilà, si c'est fait dans des bonnes conditions de travail. Et voilà, elle va vraiment vérifier toutes les étapes, à la fois sur la qualité du tissu, son origine biologique, mais aussi sur toute la partie humaine. Donc c'est aussi ce qui est intéressant, parce que c'est la problématique principale dans l'univers du textile. Voilà. Donc pour ça, donc aujourd'hui on a des t-shirts, des sweats, un short pour femmes aussi, et voilà, on fait des petites productions à la demande. On fait pas, voilà, D'accord. on a une collection par semaine. Donc, c'était pas les vêtements enfants pour faire le pendant de la cosméto pour ton fils. Ça, vous avez Non, fait plus alors étendu que ça sur la gamme, quoi. oui, oui, non, là, oui, oui, c'est pour toute la famille, mais oui, oui, c'est l'idée d'avoir des basiques, donc c'est des t-shirts Qui tiennent unis, simples, longtemps. Hmm. voilà, qui vont tenir longtemps et qu'on peut porter 3 fois dans la semaine avec différentes tenues, et voilà, c'était un peu cette idée-là. Bon. Alors maintenant, je suis curieux parce que shampoing solide, je vois, même plus que voir, j'utilise. Vous voyez que j'ai pas une grosse tignasse à nettoyer, donc je suis content. Et en effet, je suis content de pas avoir des bouteilles que je jette de temps en temps, que je trie avec les poubelles qui passent en plus de temps en temps. Quand ils veulent venir faire le tri ou pas, ils viennent. Bon. Mais bon, ça décourage pas, on continue à trier. Donc ça, je vois bien. Pour ceux qui n'ont pas utilisé, je encourage. Moi, je vois pas, à la fin, je vois pas trop de différence avec un shampoing classique, historique, liquide, qui sort d'une bouteille en plastique. Déo, tu nous racontes, parce que Déo, j'ai pas, ouais, je visualise à peu près, parce que je mets, là aussi, c'est plutôt du solide, mais comment ça marche? T'as une sorte de savon dans la main Alors, c'est un j'ai stick. pas, Hmm, On n'est pas là sous la main, mais c'est un petit hmm, stick en carton. Donc, dedans, il y a un produit qui a une texture légèrement crémeuse. Et donc, l'idée, c'est de pousser par-dessous. Donc, c'est un stick voilà, qu'on mhm, va pousser. Et on applique sur les aisselles. Voilà, un peu comme un roll-on. Ça se rapproche de ouais. l'utilisation d'un roll-on. Mais c'est un peu, du coup, c'est moins crémeux, c'est plus solide au niveau de la texture. Voilà, ça dure assez longtemps. C'est un des retours qu'on a pas mal. Nous, des Ah, petits ok. sticks qui font 50 grammes, des gens qui le gardent plus de 6 mois. Donc, c'est pas mal. Et, Mais, et ils le mettent à quelle fréquence? ah ouais, bah ça, après, on leur demande, ils le disent bien quotidiennement, mais on n'est pas là pour vérifier. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, non, on a des bons retours. Alors après, nous, un des sujets sur la composition des déodorants, c'était de ne pas utiliser de bicarbonate de soude, parce que du coup, Mhm. sur le sujet des ingrédients, le bicarbonate de soude, c'est naturel, c'est pas dangereux. Ouais. Il n'y a pas de problème en soi, mais c'est une matière qui peut être irritante, et donc pas mal de gens aujourd'hui font des réactions au bicarbonate de soude. Voilà, donc c'est un autre critère qu'on prend en compte aussi quand on fait nos produits, c'est qu'on essaye, voilà, même si la matière elle est clean, même si elle est française, même si elle est bio, etc. Si on sait que c'est susceptible de créer des allergies, des intolérances chez une grande, enfin pas la majorité parce que c'est rarement la majorité, mais en tout cas chez une grande proportion de personnes, on va plutôt essayer de pas utiliser l'ingrédient pour se dire voilà, nous on veut que ce soit le plus universel possible et que ça convienne aussi bien à la maman qu'au papa, qu'à D'accord. l'ado et qu'à toute la famille, quoi. Ok. Et est-ce que ça marche aussi bien que les vieux déos qui sont en circulation depuis longtemps, qui je l'espère sont Mm. bons? Je te dis ça parce que allez, petit moment de confession. J'avais testé un de ces, c'est pas le vôtre, mais c'était quand même un déo qui avait une promesse d'ingrédients très très clean. Ouais. J'ai changé assez vite. J'étais pas Ouais, à ouais, bah, il y l'aise. a un sujet sur l'efficacité des déos naturels. C'est un peu un sujet. Et du coup, chaque nouvelle marque qui arrive, qui dit, moi, le mien, il va être Hmm. efficace, il va être efficace.
Nous, on fait des versions de nos produits. Donc là, sur le déo, on est en version 2. Donc, ce qui veut dire que la version 1, en effet, était un petit peu moins efficace que la version 2. Ouais. D'où la nécessité de continuer d'améliorer. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on est sur un produit où on a, je veux dire, sans exagérer, je pense plus de 95% des gens qui nous font des retours positifs. Et tu en as, en effet, toujours un petit peu qui vont te dire, bah non, moi, ça suffit pas, ou moi, à Mm. midi, ça a suffi la matinée, mais après, ça a pas tenu. Mm. Donc ça, bah, forcément, du coup, on continue de travailler dessus. Et là, on travaille aussi notamment sur une version avec, on garde, en fait, on changera pas la formule du déo existant parce qu'il convient quand même à beaucoup de gens et que, en fait, plus tu le rends protecteur au niveau odeur, au niveau transpiration, bah, plus potentiellement il est agressif pour la peau. Ça va un peu avec, Mm. malheureusement. Donc, on travaille sur un autre déodorant qui sera, voilà, qui aura une action, lui, vraiment plus spécifique sur les gens qui ont en tout cas une problématique de transpiration excessive ou autre. Donc en effet, on travaille sur un déo ultra efficace. Voilà. Mais déjà, voilà, là aujourd'hui sur la version 2, on a deux actifs dedans qui sont déodorants. Voilà, ces deux minerais, en fait, c'est ça qui a beaucoup de fonctions, un peu comme le bicarbonate de soude, c'est le côté minerai un peu qui fait que Mm. ça absorbe la transpiration, les mauvaises odeurs. Mais voilà. Mais en tout cas, Parce oui, qu'en oui, effet, non. il y a les deux axes, c'est ça, c'est transpiration et Et odeur, que odeur. tu peux Ouais, ouais. influer sur Ouais. les deux. C'est ça, c'est ça. Bah après, l'idée, c'est pas on peut pas proposer des antitranspirants, parce que transpirer, ça reste physiologique et nécessaire. Donc, transpirer, c'est OK. Si on peut le limiter un petit peu, c'est toujours mieux, c'est plus agréable. On n'aime pas trop être Mm. humide sur les aisselles. Mais l'objectif principal du produit, c'est d'éviter les mauvaises odeurs. Même en cas de Ouais. transpiration, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut Et, réussir à faire. et comment vous faites pour passer la V1 à la V2? Vous avez des chercheurs en interne? C'est Ouais, externalisé? on a Comment une vous faites? équipe, ouais, on a tout. Bah là aujourd'hui, nous on a tout en interne. Ça a pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, donc on a deux personnes en R&D qui travaillent en direct avec Neil, mon conjoint, qui du coup lui supervise cette partie. Et donc voilà, c'est des allers-retours réguliers, enfin quasi quotidiens pour travailler sur les formules. En fait, on part surtout du besoin client. Enfin, on étudie beaucoup les retours qu'on a des clients. Donc à la fois sur des demandes de nouveautés ou sur des améliorations de produits, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et après, on a enfin, elles ont les objectifs pour l'année et on avance au fur et à mesure sur les projets, D'accord. en fonction des besoins, quoi. Bon, alors après, t'as dit crème solaire, c'est ça? Ouais, crème solaire. Alors là, pareil, c'est comme le déo? Ouais, pareil. Alors c'est un stick, il est un peu plus gros, mais c'est le même principe de stick. Mm. Donc là, on a une texture crème, voilà, qui va s'appliquer assez facilement. Pareil, là, ben, on est sur la version 2 de la crème solaire. La première version, elle s'appliquait bien, mais elle était un peu plus dure à étaler. Donc les gens, Mm. ils me disaient, ouais, à la plage, ça me prend trop de temps pour étaler. Donc J'ai déjà pris un coup de soleil. non, donc voilà, donc ça pareil, c'est des retours qu'on prend en compte et on travaille sur la formule pour l'améliorer. Donc voilà, ça marche comme ça. Alors après, au niveau composition, on est sur des filtres minéraux. Donc il y a deux types de filtres qui existent en solaire, filtres minéraux, filtres chimiques. Alors il y en a des petits malins qui disent filtre organique pour parler de filtre chimique, mais organique, ça D'accord. sonne mieux. Ouais. Mais voilà, Ça c'est des fait filtres. bio. Ouais. Ouais, voilà, mais c'est pas ça du Mm. coup. Mm. Mais donc c'est des filtres de synthèse qui sont eux du coup pas acceptés dans la charte bio et donc les seuls filtres qui sont autorisés en cosmétique bio c'est filtres minéraux donc l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Voilà, donc nous on a choisi d'utiliser uniquement de l'oxyde de zinc pour deux raisons principales. Alors le dioxyde de titane il est un peu remis en cause sur pas en tant que filtre solaire, mais dans d'autres usages. Notamment, il a été interdit dans les dentifrices, parce qu'avant, il était utilisé dans les dentifrices. Voilà, il est aussi en conservateur dans l'alimentation, il est un peu remis en cause. Enfin, il y a un peu trop de sujets Mm. autour de cet ingrédient, donc nous, on a préféré utiliser l'autre, qui est l'oxyde de zinc, et qui a l'avantage en plus, l'oxyde de zinc, de ne pas laisser de traces blanches sur la peau. Ce qui est un peu le reproche parfois Ouais. qu'il y a eu pendant longtemps Ouais. sur les crèmes solaires bio, c'est que ça faisait devenir tout blanc. Donc du coup, nous, on n'a pas ces problèmes-là avec notre crème et c'est cool. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça me donne, j'ai des images d'enfants tout blancs au ski quand ta mère te met de la crème partout avant de sortir.
Donc ça, on a fait le tour de vos produits cosméto, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, bon, oui, ouais, on a vu la plupart, ouais. ouais, pas mal. Pas mal. Il reste quoi à faire que vous n'avez pas encore fait? Des crèmes hydratantes, des trucs comme ça? Ben, on a la crème en C'est dans les karité, plans? Ouais. on a des petites choses, mais on a quand même là couvert l'essentiel des besoins, je pense. Ouais. Avec cette gamme. Et pour l'emballage, donc là, c'est pareil, c'est quoi? C'est Ouais, du local, carton. du biodégradable, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, on est la plupart de nos fournisseurs, ouais, c'est de la fabrication française. On est sur du carton, du recyclable, bien sûr. Hmm. Alors, biodégradable, c'est toujours compliqué ce terme parce que si tu veux annoncer que ton packaging est biodégradable, il faut que tu aies mis en condition, etc., que tu fait un test particulier qui coûte cher, donc que pas grand monde ne fait, ni même le fabricant, et du coup, et nous on le fait pas. Mais sur le principe, voilà, un morceau de carton avec une encre qui est Hmm. une encre alimentaire qui est pas voilà pas de solvant à l'intérieur. C'est un emballage qui est très bien, qui va très bien se dégrader dans le temps sans problème, en plus d'être recyclable. Et comment vous faites? Parce que qui dit emballage dit packaging, visuel, donner envie. Quand on connaît pas comme avant, qu'on arrive chez Naturalia et il y a tout le linéaire comme ça et que on est paumé. Euh, comment vous faites pour vous différencier là-dessus? Comment vous êtes staffé en interne? Comment vous le voyez ce sujet-là? Oui, oui, ça encore une fois, nous on fait tout nous-mêmes. Bah après, là, j'ai des petites boîtes. Ça, là, j'ai une petite boîte. Ouais. Alors voilà, nous on va être sur des choses assez simples esthétiquement. Donc là maintenant, on a un peu des emballages avec de la couleur, mais initialement on n'avait que des emballages couleur craft. Mais en fait, c'est ça aussi qui nous faisait ressortir en fait la simplicité à côté de beaucoup d'emballages très colorés ou avec beaucoup d'infos dessus. Nous, à la fois, c'est plus épuré, plus simple et potentiellement, en tout cas, voilà, nous, après, c'est un choix. On met peu d'arguments commerciaux, on met pas plein d'arguments commerciaux sur nos packs. On met un peu l'essentiel des infos, de ce que les gens ont besoin. Et derrière, ils ont plus d'infos s'ils veulent plus d'infos, mais voilà, on est plus sur la simplicité chez Comme Avant, du coup, à la fois sur les produits, mais aussi sur le marketing et sur les packaging. Bon, pour ceux qui veulent voir le packaging, je les invite à regarder sur YouTube notre podcast plutôt que de juste Ouais, l'écouter sur, ouais. sur les plateformes ou alors d'aller acheter ou commander Ah bah oui, encore mieux. les produits et les tester. Oui, oui, bah, du coup, très bien. Je reconnaîtrai un peu mieux maintenant. Mais et sinon, vous avez une communication réseaux sociaux? Comment vous faites connaître? Oui, on est assez présent sur les réseaux sociaux. On s'est beaucoup fait connaître au début sur Facebook. On a une grosse communauté aujourd'hui sur Facebook, aussi sur Instagram quand même. On a une belle communauté. Oui, alors on communique beaucoup principalement sur les réseaux sociaux et on communique aussi de façon assez atypique dans le sens où on va partager beaucoup de choses du quotidien, de l'entreprise, parfois aussi un petit peu de notre vie personnelle où voilà, si chez nous on a mis en place un nouveau système pour récupérer les eaux de pluie ou des choses comme ça, ben on va partager en disant ben voilà, nous on a D'accord. fait ça chez nous, qu'est-ce que vous en pensez vous? Donc il y a un côté un peu personnel, en tout cas voilà, partage d'expérience avec notre communauté, en plus de toute la communication produit qu'il peut y avoir, et aussi tout ce qui est coulisses. Voilà, on montre régulièrement la fabrication, où on va partager quelque chose qui a raté aussi. Parfois, on partage des choses Mhm. négatives entre guillemets, mais voilà, on est dans une communication qu'on a choisie de façon un peu pas sans le calculer, mais de façon spontanée, d'être transparent. Et c'est vrai on a remarqué que c'est ça qui plaît beaucoup, le fait que les gens ils sachent auprès de qui ils achètent, qui fabrique les produits, auprès de qui ils achètent. Voilà, il y a une vraie relation qui s'est créée avec notre communauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ça qui permet de se tailler une part de marché dans un secteur qui semblait déjà bien concurrentiel avec des géants Ouais. mondiaux, du coup. Ouais, oui, bah en tout cas, oui, ça, on a vu. De toute façon, ça nous a montré quand on est arrivé qu'il y avait une vraie demande en effet sur ce secteur-là, dans le sens où voilà, les gens remettaient en cause beaucoup de choses
beaucoup de choses au niveau des compositions notamment. Donc il y a à la fois la partie composition où les gens cherchaient il y a 5 ans et cherchent toujours à faire attention à ce qu'ils utilisent comme produit, mais aussi la partie zéro déchet, ou en tout cas voilà de limiter l'usage de plastique. Oui, je pense que, enfin en tout cas nous on est arrivé au bon moment, je pense pour ça, et cette communication transparente a aussi aidé à rassurer, à ce que les gens aient confiance. C'est aussi un des sujets dans cet univers-là, mais dans la consommation en général. Et Yuka était un des symboles de ça? Parce que je crois on pouvait flasher aussi Ouais. les cosmétiques, c'était pas uniquement pour les aliments, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, ça? ouais. Oui, oui. Après les applis, oui, oui, c'est. Alors, nous, on n'a pas une relation spécifique avec ces applications. Enfin, en tout cas, Mhm. on va pas ni les recommander à nos clients ni leur déconseiller. On peut, voilà, c'est un outil qui existe, qui a ses défauts comme plein de choses. Donc, voilà, nous, quand les clients ils nous demandent, on leur dit voilà l'info. Après, ils la trouvent utile, pertinente, tant mieux, ou pas, mais c'est vrai que ça va dans cette envie de déchiffrer, de mieux comprendre ce qu'on achète. Et donc en Ouais. ça, ces applications, oui, elles ont aidé, c'est sûr. Ouais. Donc le nom comme avant, c'est parce que vous faites vraiment, on faisait vraiment comme ça avant, ou c'est Ouais, juste pour alors c'est refaire quand c'est même parti. Ouais, non, c'est parti au un début clin dans d'œil. l'idée de se dire ce fameux savon à l'huile d'olive sur lequel on a réfléchi et qu'on a voulu formuler nous-mêmes. Bah oui, en effet, c'était une recette comme avant. C'est une ancienne recette qui Mhm. était quasi plus utilisée. Depuis, elle avait été remplacée par d'autres recettes où on rajoute d'autres huiles un peu moins chères, etc. Et en effet, après, dans tous les autres produits qu'on a commencé à réfléchir, c'était quels ingrédients on peut aller trouver, aller retrouver, qui avaient pu être utilisés avant et qui a en effet voilà été oublié ou été mis au second plan, souvent pour des raisons financières. Mais voilà, nous on se dit on va aller récupérer cet ingrédient et on va le remettre au centre de nos produits. C'était un peu cette idée au départ, ouais. Très bien. C'est pas vraiment les légumes oubliés parce que quand on Non. les goûte, parfois on sait pourquoi certains avaient été oubliés. Non, c'est pas Et du pareil. coup, la question que je me pose depuis que je t'ai rencontré, c'est quand même de se dire, est-ce que ce que moi j'utilise depuis des années et que mes parents qui m'aiment beaucoup m'ont acheté depuis tout gamin, parce que j'avais pas d'allergie particulière, c'est vraiment, on va rester poli, des mauvais produits, ou est-ce que c'est juste que ça peut correspondre à 80%, 90% de la population, mais qu'il y a 10% plus sensibles et qui ont besoin d'autres choses? Parce que ça devient limite, je m'inquiète en fait. Je me dis mince, je me suis empoisonné, je le sais même pas. Il y a différents points. En effet, il y a les gens qui vont être rapidement intolérants ou qui vont faire des réactions à des produits parce que c'est des produits qui sont susceptibles d'être allergisants et donc ils vont réagir plus facilement. Chez les enfants, c'est quand même un problème, c'est quand même un sujet, ça, moi, qui, voilà, en tant que parent, Hmm. peut créer un peu de révolte. Voilà, c'est de se dire chez les enfants, on sait que c'est les personnes qui ont les peaux les plus sensibles et pourtant on continue de commercialiser des produits avec dedans des ingrédients allergisants, sensibilisants. Bon, ça c'est un fait, on va dire, on va mettre à part parce qu'on parle d'une catégorie de personnes. Mais après, il y a plusieurs choses. Par exemple, il y a un ingrédient on va peut-être, toi et moi, utiliser toute notre vie et on n'aura aucun problème. Sauf que, en fait, cet ingrédient, toi, tu es un homme, je suis une femme. Moi, dans mes produits que j'utilise, j'en utilise 10, alors que toi, tu en utilises 2. Et moi, dans mes 10 produits, cet ingrédient controversé, on le Pourquoi retrouve. qu'est-ce- Quoi? Ton a priori? j'aurais pas pu la faire moi celle-là, tu vois? Oh, j'aurais pu te dire l'inverse, c'est pas grave, c'est juste pour dire Non, même non. c'est pas question d'hommes et femmes, mais même de femmes, on utilise pas Ouais. tous les mêmes produits. Mais c'est un Moi, exemple. j'en Ouais. utilise 10, Hmm. sauf que cet ingrédient potentiellement irritant, potentiellement même perturbateur endocrinien, parce qu'aujourd'hui, il reste des ingrédients qui sont utilisés et qui sont potentiellement perturbateurs endocriniens selon des études scientifiques. Cet ingrédient, moi, au final, à chaque jour, j'utilise mes 10 produits. En fait, je dépasse le dosage dans lequel, normalement, il est autorisé dans un produit parce que je l'ai utilisé dans plein de produits, parce qu'il est encore Mhm. beaucoup trop répandu.
Donc il y a ce sujet-là et en fait, personne n'est capable, sauf, enfin, on peut connaître les limites dans lesquelles le produit est utilisé, etc. Enfin bref, on peut faire des calculs pour se dire bon, c'est bon, j'ai utilisé que Mmh. 4 produits, je Ouais. dépasse pas le seuil. Bon. Mais bon, on n'a pas tout ce que ça a à faire dans sa vie. Donc Mmh. moi, à partir du moment où j'entends qu'un un produit et un ingrédient est considéré comme potentiel perturbateur endocrinien, personnellement, j'ai même pas envie de tenter de me dire je le Mmh. garde dans un de mes produits. Enfin, après, c'est un choix de chacun. Et j'entends qu'il y a des gens qui disent, bah, moi, ça me préoccupe pas plus que ça, je continue ma vie, je vais bien, j'ai pas d'allergie. En soi, moi, je vais jamais forcer personne à changer ses habitudes. Mais je trouve que c'est bien d'avoir l'information, d'être conscient des choses et après de choisir, de se dire je continue pas. Mais Mais tu l'apprends où cette info? Parce que je bouffe pas mal d'infos tous les jours, ouais. je tombe pas dessus. Ouais, bah après sûrement parce que je suis un peu dans cet univers-là et que moi c'est des Mmh. sujets qui m'ont intéressée notamment quand je tombe enceinte et même avant j'avais fait une fausse Mmh. couche donc voilà c'est des sujets où Ouais, tu oui tu creuses. creuses Ouais. un peu et tu te dis mais attends un perturbateur endocrinien c'est quoi? Où est-ce que je peux en trouver? Voilà donc après les réponses clairement qu'on a en face des gens qui vont défendre ces ingrédients c'est oui mais c'est limité à certaines doses et donc dans les produits que vous utilisez c'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas une dose élevée. Mais voilà, pour moi, c'est pas une réponse suffisante personnellement. Enfin, voilà, le Mmh. produit, moi, j'ai pas envie de me le mettre sur la peau, même si on me dit qu'il y a que 0,001. Euh, voilà. Après, c'est aussi ça qui fait que aujourd'hui, il y a des produits qui sont pas interdits, alors qu'ils sont considérés comme potentiels perturbateurs endocriniens. Voilà. Mais après, c'est un sujet compliqué, voilà, qui implique plein de choses c'est pas du jour au lendemain, mais il y a aussi voilà des ingrédients qu'on utilisait qui étaient encore autorisés il y a 10 ans, qui maintenant sont interdits et donc voilà dans 10 ans potentiellement ceux qui aujourd'hui ont dit oui mais ça va, ça passe, bah ça passera plus, Mmh. mais pendant 10 ans on aura laissé des gens les utiliser donc c'est un peu voilà un sujet Parce que à controverse. non, non, mais parlons-en parce que d'un côté, moi, j'ai pas envie d'assimiler industrie et chimie à voyous, lobby et on vous empoisonne, mais parce qu'on fait du fric, parce que c'est trop facile et c'est pas le cas. En même temps, faut pas être naïf. On sait très bien que parfois, si t'as un produit qui marche avec une proba tellement faible qu'il y a un problème, que t'as pas envie de changer la composition Mm. et de tuer une vache à lait si t'en as une. Donc c'est ça que j'essaie moi de cerner entre comme avant ou tout ce qui est à l'ancienne qui et tu l'as même dit toi quelque part entre les lignes, il suffit pas de dire que c'est bio pour que ce soit bon, que ce soit efficace. C'est parfois même peut-être même plus cher, on en a même pas parlé, mais on pourra y venir. Mm. Mais ce qui est quand même un sujet parce qu'il y a quand même de l'inflation et des gens qui galèrent. Donc tu peux pas avoir d'un côté du bobo éclairé qui a les moyens de s'acheter un truc green et en face des gens qui galèrent et qui vont aller s'empoisonner en étant les clients débiles d'une grosse industrie cosméto qui fait exprès d'empoisonner les gens. Donc j'essaie juste de démêler tout ça pour éviter la caricature des deux côtés parce que Non, 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 mais je ça suis sert d'accord. personne en fait. Non, 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 Et de non. Après, comprendre, moi qui cherche pas particulièrement l'info, je m'en fous un peu, j'ai mon déo, ça marche, j'ai changé une fois, c'est une cata, et puis voilà. Mais quand même, moi aussi j'ai des enfants, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, je fais gaffe sur plein de trucs, et tu dis, tiens, là peut-être que je le savais pas, mais mm. je fais pas du bien à mes gamins. Oui, bah après voilà, c'est aussi il y a de la nuance dans tout. Il y a rien qui est tout noir et qui est tout blanc. C'est je vais un peu détourner ta question, mais je veux dire, les gens qui consomment chez nous, c'est pas, en effet, c'est pas que des bobos, etc. Et c'est aussi des gens qui aiment notre démarche et qui ont envie de soutenir notre entreprise. Hmm. Donc il y a aussi ce côté, voilà, bon ben c'est les produits, la démarche, etc. Mais c'est aussi juste, en effet, malgré tout, on préfère acheter, certaines personnes préfèrent acheter auprès de petits artisans, Ouais, même si certains disent qu'on est plus petit, mais en tout cas auprès d'entreprises à taille familiale humaine. bien sûr. Voilà. Mais donc ça, après, il n'y a pas d'opposé. Enfin, et les industriels, ils font leur part et ils font, voilà. Et je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui travaillent sur l'amélioration de leurs produits.
et qui se reposent pas sur leur laurier, et c'est tant mieux. Après, il y a un fait. Enfin, je suis la première à pas, c'est pas mon idée de vouloir taper sur qui que ce soit, et nous, on veut juste faire notre bonhomme de chemin et on Bien regarde pas sûr. trop forcément ce qu'il y a à côté. Mais il y a quand même un sujet, c'est de se dire que bah, quand tu le disais, il y a un produit qui marche bien, bah, on va rien changer, même si on a une alerte, même si on a une suspicion de quelque chose, bah, on va pas changer tant qu'on nous y oblige pas. Et Mm. ça c'est un fait. Enfin, voilà, c'est pas, je l'invente pas, c'est pas, c'est connu, c'est comme ça, voilà. Et le produit, ils le changeront le jour où ils seront obligés de le changer, jusqu'à la dernière date limite de tolérance pour le changement. Voilà, après, bah, moi, nous, en tout cas, c'est pas ça qu'on veut faire. Voilà, après, Ouais, que bien d'autres sûr. veuillent le faire et que d'autres trouvent pas ça gênant, voilà, c'est pas. Nous, on a vraiment envie de faire les choses un peu différemment. Dès le début, dans toute l'entreprise, dans toute la démarche, on a voulu faire les choses un peu différemment. Et ça passe, ben voilà, par cette idée de reformuler un produit sans avoir peur de se dire ah oui, mais ceux qui l'aimaient, du coup, peut-être qu'ils vont plus aimer la version 2. Mm. Voilà, clairement, c'est quelque chose qu'on a fait avec notre shampoing, en l'occurrence, puisque avant d'être avec le tensioactif dont j'ai parlé au début, Mhm. on le fabriquait avec du SLMI, qui est le cousin du SCI, que j'ai D'accord. critiqué tout à l'heure. Et donc nous, au départ, quand on a voulu formuler le shampoing, on est tombé sur un fournisseur qui nous a dit bah, le SLMI c'est génial, c'est mieux que le SCI, vous allez voir, etc., etc. Donc on l'a cru. Et en fait, donc au début, on a commercialisé notre shampoing avec ça, et puis quand on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas si génial, on a retravaillé à le reformuler, et donc on a ensuite reformulé, et on a des clients très déçus qu'on ait arrêté l'ancien shampoing. Et Ouais. quand on leur explique bah, pourquoi on l'a arrêté, ils nous disent oui, bah, c'est bien, mais franchement, moi je m'en fous, moi je voulais juste votre shampoing parce que je l'aimais bien, quoi. Mm. Et voilà, après je comprends, parce que clairement les shampoings c'est un sujet, et quand tu tombes sur le shampoing que tu adores, tu es content. Mais, Mm. mais voilà, donc ça, on sait que ce qu'on a fait, mais personne d'autre l'aurait fait en fait. Enfin voilà, personne d'autre. Ou en tout cas, ils auraient continué l'autre shampoing en parallèle. Il y a des clients qui me disaient, mais moi, c'est pas grave, continuez de le fabriquer, même que pour moi, je le dirai à personne. Enfin, voilà, Ouais, ça va être un peu compliqué en prod. oui, Ouais. bah, en vrai, non, c'est pas compliqué parce qu'on pourrait continuer de le fabriquer et ne plus le Mm. mettre en vente sur notre site. Enfin, au niveau réglementaire, on n'est pas interdit de le fabriquer. Au niveau Ouais, bien éthique, sûr. ça n'aurait aucun sens. Si Ah on ouais. reformule pour plus utiliser un ingrédient, c'est pas pour en recommander chez notre fournisseur, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà. Donc voilà, moi, j'aime pas forcément me comparer au gros du secteur parce que pour moi, on n'a rien à voir en fait. On n'est même pas sur on n'a pas de point commun, on n'a pas, voilà, Mhm. ni sur les produits, ni sur l'idée derrière. Donc voilà, pour répondre du coup Compris. un peu à ta Non, non, question à ton point, ça me fait penser quand je vois des marques historiques que moi je consomme, mais plus peut-être en alimentaire depuis des années et des années, que d'un coup tu vois sur l'emballage sans tel ingrédient, tu te dis mais mince, ça veut dire qu'avant c'était pourri ton comment ça truc ou allait. Ouais. et ça Oui, fait oui, longtemps bah après qu'on en ça, tant prend. mieux. Enfin, aussi dans l'alimentation, c'est aussi un sujet, mais tant mieux. Il y a des choses aujourd'hui, voilà, on trouve du jambon sans nitrite, et ben tant mieux. Parce que voilà, c'était vraiment pas ouf d'avoir des nitrites avant, mais je trouve que tant que ça s'améliore, tant mieux. Mm. Et quelque part, tant pis pour tous les mois, tous les mois et toutes les années où ils ont pas amélioré, mais tant qu'ils le Ouais. font, vaut mieux tard que jamais, quoi. Qu'est-ce qui contrôle l'industrie plus classique de cette cosméto, de cet agroalimentaire? Alors sur la cosmétique, c'est pareil que pour nous, peu importe la taille. On est contrôlé alors par la DGCCRF, la répression de Mhm. fraude. Elle va venir plutôt contrôler tout ce qui va être allégation, en tout cas parce qu'elle est plus sur la partie protection du consommateur. Ouais. Donc Donc, voilà, si on a dit que ok, notre pas de déo, fausse pub, ouais, voilà, pas de fausse pub, de pub ça, non, mensongère. ça va être un peu plus ça, mais aussi dans dentifrice, s'il y a de l'argile, ils vont mesurer les métaux lourds pour voir s'il n'y a pas des métaux lourds, etc. Enfin, voilà, ils vont être sur ça. Et après, il y a l'ANSM, ça c'est l'Agence nationale de la santé des médicaments, qui Mhm. elle va plus être sur la partie fabrication, voilà, fabrication, hygiène, procédé de fabrication, voilà, plus sur la partie produit, fabrication. Donc c'est ces deux organismes-là principaux qui sont amenés à nous contrôler et à vérifier qu'on
qu'on travaille correctement. Mais et j'imagine qu'elle contrôle aussi bien des petites entreprises que des grandes entreprises. Ouais. On a les mêmes contrôles, quoi. Non, parce que sinon on peut se dire, il peut y avoir même une sorte de lobby de la Big Pharma ou de la grosse cosméto qui fait que ça tient encore avec des trucs allergènes et autres. Oui, bah ça Bon, il y a quand même malgré ces tout. organismes. Au niveau européen, oui, il y a un sujet, puisque ces fameux ingrédients qui sont potentiels perturbateurs endocriniens, il y a un sujet avec certainement, je sais pas, je connais pas tous les tous les derrière des échanges là-dessus, mais voilà, certainement des lobbies qui entrent en jeu pour montrer que non, l'ingrédient, vous vous trompez, il n'est pas dangereux, il faut continuer on a le droit de l'utiliser encore, etc. Donc oui, ça certainement. Mais Bon, je m'aventurerai pas. mais on sait pas vraiment. Voilà. C'est plus cher du coup d'acheter Alors, c'est plus du cher d'acheter ce type de produit. de l'artisanal que de l'industriel, mais nous, on est, en tout cas, enfin, euh, c'est juste une question, en effet, de taille de production, d'échelle de production, je pense, Mhm. plus que de bio. Même si oui, forcément, entre un produit non bio et bio, on sera toujours un peu plus cher. Mais voilà, ça va être juste une histoire d'échelle. Enfin, nous, voilà, notre déodorant, on le vend 9,90 €. Je sais qu'il y a des grandes marques qui produisent à très grande échelle, qui arrivent à sortir des déos à 5-6 € maximum. Mhm. Alors après, dedans, il y a pas les mêmes, ils payent pas les matières premières au même prix que nous, si tant est qu'ils aient des matières de la même qualité. Mhm. Ils ont forcément de plus gros volumes et aussi, oui, les qualité de matières premières. Nous, par exemple, on n'utilise pas du tout d'huile de tournesol. On utilise de la cire de tournesol dont j'ai parlé Mhm. tout à l'heure, mais on n'utilise pas d'huile de tournesol puisque pour nous, cette huile, je vais pas dire qu'elle sert à rien parce que on sait jamais, peut-être qu'un jour on va l'utiliser. Mais elle a pas de propriété là spécifique dont on a eu besoin. C'est une huile, voilà, bon, et c'est l'huile la moins chère, quasiment la moins chère du marché. D'accord. Et donc on la retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques. Voilà, parce que c'est la moins chère. Et ce qui a Mhm. du sens. Après, voilà, c'est des choix. Il y a des marques qui assument de dire, bah moi, dans mon shampoing, en gros, j'ai mis des ingrédients bas de gamme parce que c'est un shampoing et qu'ils estiment que ça sert à rien de mettre des ingrédients haut de gamme. En tout cas, des ingrédients qui ont des qualités importantes. C'est des choix, voilà. Après, il y a des marques qui font des petits prix et ça veut pas dire que c'est de la basse qualité. Après, c'est pas Mhm. évident pour le consommateur de s'y retrouver dans tout ça. Mais voilà, après, nous, on a des prix qui sont quand même plutôt dans la moyenne du marché du solide, du bio, voire un peu inférieur à certains acteurs. D'accord. On n'est pas très cher. Voilà. Et parce que j'imagine qu'il y a un nouveau marché et comme tout marché, il y a du haut de gamme, il y a du bas de gamme dans le bio et des positionnements Oui, différents. oui. Après, voilà, Mhm. c'est aussi des questions de marge, de choix de marge Mhm. aussi. Ouais. Bah, après, parce que moi, je me rappelle de certains cours d'économie autour du commerce équitable où Ouais. on avait disséqué le coût de revient quand j'étais encore étudiant avec le fondateur de la marque Alter Eco qui nous avait montré qu'en fait, comme il a des coûts market bien plus faibles que des grosses, des gros acteurs de l'industrie Ouais. qui font de la pub télé, enfin, en tout cas à l'époque, Ouais. et que eux, en étant par nature sur un segment différent, donc même positionnés différemment sur des rayons différents dans les grandes surfaces ou dans des réseaux de distribution différents, bah, n'avaient pas besoin d'investir autant en market, ce qui finalement coûtait peut-être bien plus cher que la matière première, et que c'est ce qui lui permettait de mieux payer la matière première ou le producteur en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud. Et Ouais. l'équation économique fonctionnait comme ça. Mais il me disait, donc en fait, avec un même taux de marge, je pourrais être moins cher même que le truc pas bio ou pas équitable, Mhm. mais le consommateur le comprendrait pas. Donc en fait, je Ouais. suis même un peu Donc, obligé d'être un peu plus cher que le produit de base. oui, moi, c'est vrai, oui, c'est aussi un sujet. Après, nous, on n'a pas cette problématique-là, mais en tout cas, nous, on a quand même fait le choix de ne pas avoir des marges astronomiques. Voilà, Hmm. avoir juste des marges, ce qu'il faut pour 60%, on est bon. pour Ouais, faire vivre l'entreprise et juste voilà. Mais voilà, donc vraiment sur les prix, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Alors au début, on avait toujours un peu des remarques parfois. Aujourd'hui, on a très peu de retours négatifs sur les Hmm. prix. Bah, ce quand tu peux comparer, enfin, après, quand t'es un peu seul sur un marché, les gens peuvent pas comparer. Une fois qu'ils peuvent le faire, Mm. il y a moins de soupçons. Moi, j'avais une dernière question sur pour vraiment pour bien comprendre ton histoire. C'est la Provence. Est-ce que
Quel est l'impact de cette région sur vos produits, sur vos idées, sur vos conceptions de ces produits-là? Ouais, alors bah là, il y a pas forcément un impact direct, je te dirais. Après, bah forcément, l'huile d'olive au départ dans le savon, c'était un peu une évidence de Mhm. choisir cette huile-là, forcément. Après, il y a des matières sur lesquelles on essaie de regarder en local. On a des parfums dans certains produits où on travaille avec un parfumeur qui est dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Mais après, par exemple, la lavande qui pourrait être un sujet, pour l'instant, c'est pas. Mais ça viendra peut-être dans des produits d'avoir l'envie d'utiliser ce genre de matières premières. Mais après, voilà, en France, tu vois, on utilise de l'huile de prune qui vient de Gascogne, on utilise de l'huile de chanvre qui vient de Bretagne. Donc Mhm. voilà, c'est plus au niveau de la France qu'on essaie de regarder aussi, voilà, ce qu'on peut trouver comme matière première, euh, sans se centrer forcément que autour de la Provence, quoi. Ouais, on avait fait un bel épisode avec Robert T aussi, donc qui est à Grasse et Ouais, que je recommande si tu as envie d'en savoir plus sur les matières premières naturelles. Je ok, pense que ça va t'intéresser, j'en doute pas. ça marche. Je note. Très bien. Bon, et puis pour finir, on a souvent cette question psychanalytique, philosophique. Que fais-tu pour trouver ton équilibre quand tu ne bosses pas? Voilà. Pour un peu en savoir un peu plus Un sur toi, on a parlé peu beaucoup de de, comme avant, ouais. mais un peu moins Je de fais toi. un peu de sport, un peu de course à pied, et j'essaye de prendre toujours un peu. Bon, il y a les enfants dans tout ça, mais donc ça, Hmm. forcément, mais ça, c'est important, mais de toute façon, on n'a pas le choix que de couper entre travail et vie perso, parce qu'à un moment donné, il faut s'occuper de ses enfants. Hmm. Donc, enfin, et tant mieux, parce que vraiment, on voit que des fois, quand on les a pas, qui sont en vacances chez les grands-mères, ben, on exagère un peu sur le temps de travail. Ouais. Donc il y a ça, et après, bah oui, du coup, à la fois pour me couper du travail, mais aussi avoir du temps pour moi sans les enfants. Voilà, j'essaye de prendre des moments pour moi de temps en temps. Voilà, partir un peu, c'est bien. Tu avais fait quoi avant, comme formation, comme parcours? Moi, j'ai fait un l'IAE d'Aix en Provence. Mhm. J'ai fait un master en communication, enfin management et communication. Voilà, et j'ai travaillé un petit peu dans le tourisme après mes études. Et après, très rapidement, j'ai suivi Neil voilà, qui lui avait déjà eu des projets entrepreneuriales. Donc voilà, voilà mon parcours. Donc vous bossez en famille Ouais, et vous en vous famille. répartissez scrupuleusement les tâches ou Oui, ouais, c'est bien pour être réparti maintenant tranquille? quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est bien réparti. Après, beaucoup d'échanges entre Neil et moi, parce qu'à la fois moi, je supervise aujourd'hui vraiment la partie marketing, communication. Mais voilà, on est en relation tous les deux aussi sur toute la partie stratégie, R&D, produits. Voilà, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et après, il y a aussi ma sœur, mon frère qui travaille avec nous, mon beau-frère. Et voilà, chacun, ils ont un peu un pôle majeur dans l'entreprise. Donc et jamais de repas de famille sans parler de boulot là. C'est difficile, mais on essaye. On essaye quand même. Merci beaucoup Sophie et bravo pour cette belle marque, cette belle réalisation et longue vie à comme avant. Merci beaucoup.